Bienvenue dans la troisième partie. Alors, la santé. Évidemment, c'est le domaine de la protection sociale qui est le plus sensible, car qui n'est pas concerné par les questions de santé publique, et surtout en ce moment avec la crise sanitaire que nous connaissons toutes et tous. Mais puisque ça concerne tous les humains, toutes les populations, toutes les sociétés, c'est également un marché incroyable. On parle de Big Pharma aujourd'hui, mais c'est pas pour rien. Pourquoi l'industrie pharmaceutique est aussi omniprésente, aussi puissante, aussi riche? Parce que justement, la question de la santé concerne tout le monde. Nous sommes tous consommateurs de santé. À ce titre, nous sommes tous dans le marché de la santé. Et le seul outil régulateur, c'est le rôle politique que peut jouer un État. Alors, en France, le système de santé est construit autour d'un certain nombre d'acteurs institutionnels. Le pilotage et la mise en œuvre des politiques de santé vont s'effectuer à différents échelons, à différents niveaux. La région, comme je le disais précédemment dans ce cours, devient un niveau extrêmement important parce qu'il est dans la grille de lecture, de la grille opérationnelle du projet européen libéral. Je vous ai expliqué bien avant comment la régionalisation de l'Europe était au cœur même du projet libéral européen. À ce titre, la santé n'y échappe pas. Et donc le rôle principal dans l'administration revient à l'État, bien sûr, garant de l'intérêt public, de l'amélioration de l'état sanitaire de la population. L'État intervient parfois directement dans la production ou le financement des soins. Il exerce un contrôle sur les relations entre institutions de financement, etc. Et plusieurs ministères vont intervenir dans l'élaboration des politiques de santé. Le ministère de la Santé, le ministère du Travail, etc. Enfin, tout ce qui concerne de près ou de loin ce qui peut impacter l'état de santé de nos concitoyens, de la population. Alors depuis 1996, c'est désormais le Parlement qui détient la compétence pour fixer chaque année les objectifs de dépenses. Et là, on voit bien que les orientations politiques vont jouer un rôle central, majeur, voire absolu dans les budgets de notre système de santé. C'est bien le débat actuel, d'ailleurs bien avant la crise sanitaire, puisque la crise de l'hôpital public est au centre des priorités idéologiques. Alors il y a différentes structures qui vont concerner ce système, l'Agence française de sécurité sanitaire, des produits de santé, les médicaments en particulier, la Haute Autorité de santé, qui doit contribuer au maintien d'un système de santé solidaire. Bon, ça c'est le principe de base qui a été construit depuis, on va dire, une cinquantaine d'années. Bon. Et puis le Haut Conseil de la santé publique, qui a pour fonction de contribuer à la définition des objectifs de santé publique, qui est un Haut Conseil qui est pas autonome puisqu'il est tributaire des décisions de l'État. En tout cas dans les nominations de ses membres. Et bien sûr l'échelon régional. Depuis quelques années, il semble acquis que c'est l'échelon régional qui doit servir de relais à de l'État. J'irai même plus loin et je dirais de substitution à l'État, parce que c'est ça le programme sous-jacent dans les projets européens, dictés par la Commission. En termes de politique de santé, les différentes réformes du système prévoient plusieurs dispositions avec des priorités qui sont bien évidemment échelonnées et hiérarchisées selon les conjonctures. Alors évidemment l'ARS, que vous connaissez maintenant, puisque c'est l'instance d'évaluation et de contrôle de tous les ESMS, les établissements sociaux et médico-sociaux, qui a donc été créée par la loi Hôpital, Patient, Santé, Territoire en 2009, mise en application en 2010, et qui va véritablement permettre l'accélération du démantèlement, de la restructuration du système de santé publique français, notamment à travers la centralisation autour des régions. Alors, cet organisme vont être créés, donc je vous laisse les lire, je ne vais pas les énumérer, ça fait redondant, et ils vont être placés sous la tutelle des ministres chargés de la santé. Ils sont en charge de la sécurité sanitaire, des actions de prévention, ils vont être responsables de la gestion du risque, du contrôle de la qualité. Très important, le contrôle de la qualité, la notion de qualité même
est totalement structurellement lié au projet libéral, celui du modèle de l'entreprise, comme je l'ai dit plus tôt, mais bon, on en reparlera dans d'autres cours. D'autre part, les ARS viseront à favoriser la coopération entre professionnels de santé et établissements de santé. Je vous laisse lire, bien évidemment, je ne vais pas vous faire la lecture, vous savez lire. Trois instances seront constituées auprès de chaque ARS, les conférences régionales de santé et de l'autonomie, les CRSSA. Je vais vous laisser lire de quoi il s'agit. Vous savez lire. Mais également l'échelon départemental, puisque la France administrativement est encore constituée principalement autour de la structuration départementale, qui reste très importante. Et donc il va exister nécessairement des délégations territoriales des ARS dans chaque département. Donc les établissements de santé vont être extrêmement importants, qui vont comprendre des hôpitaux publics, les établissements privés à but non lucratif et les cliniques privées à but lucratif. Donc la France compte près de 2900 établissements de santé, dont un tiers est public et 2 tiers privés. Donc selon le Code de la santé publique, les établissements publics de santé sont des personnes morales. Personne morale, ça veut dire institution, de droit public, dotées de l'autonomie administrative et financière. C'est un statut juridique. Leur objet principal n'est ni industriel ni commercial. Ils sont communaux, départementaux, interdépartementaux et nationaux. Ce qui veut dire concrètement qu'ils appartiennent à ce qu'on appelle en économie l'économie non marchande. Or, c'est bien évidemment là que ça se joue, c'est-à-dire que nous assistons aujourd'hui à la transformation de l'économie non marchande, c'est-à-dire dont l'objectif n'est pas de réaliser des bénéfices, mais plutôt du service public, du service à la population, dans une orientation qui devient de plus en plus marchande, et c'est bien le débat politique actuel. Donc les hôpitaux publics sont organisés en plusieurs catégories. On a les centres hospitaliers régionaux, les CHR. On a les centres hospitaliers universitaires, c'est-à-dire qui est au-delà de l'aspect de soins, a également un aspect de formation. On a 520 centres hospitaliers généraux, 364 hôpitaux locaux, etc. Et puis bien évidemment, on a les professionnels de santé, c'est-à-dire que pour faire tourner la machine, il faut quand même du personnel, il faut quand même de l'humain. Et donc on a les professions de santé qui vont inclure les professions qui vont être bien évidemment réglementées par le Code de la santé publique, ainsi que d'autres catégories socio-professionnelles. Alors en termes de professions, ça va regrouper 2 grandes catégories, les professions médicales, les médecins, généralistes et spécialistes, les dentistes, les pharmaciens, les professions paramédicales, donc ce qui tourne autour de l'axe principal du soin, les infirmiers, les aides-soignants, les kinés, les laborantins, les manipulateurs de radiologie. Et en termes de statut, ça va recouvrir 2 grandes catégories, les professions de santé salariées, qui comprennent des médecins et des paramédicaux, publics et privés, et les professions de santé libérales, c'est-à-dire les médecins et paramédicaux qui sont inscrits à leur compte. Donc la principale constituante des professionnels de santé, à peu près entre 47 et 50% des emplois, va travailler dans le secteur de l'hôpital public, ce qui est quand même pas rien. Et c'est là où l'analyse est intéressante, parce que si on prend statistiquement les chiffres, par exemple, de l'accès aux soins, on voit que la France est classée à peu près au 12e rang en matière de dépenses de santé au niveau international. Et on voit, étonnant, n'est-ce pas, que les États-Unis sont classés au 1er rang. Alors évidemment, les chiffres doivent être pris avec des pincettes, doivent être analysés, parce que quand on dit accès aux soins et dépenses de soins, on mélange tout. Donc y compris les prestations privées, les dépenses liées au matériel de pointe, donc ils vont concerner que certains secteurs, et notamment aux États-Unis. Le chiffre est tellement important aux États-Unis parce qu'il va principalement concerner la médecine de pointe, la recherche privée, l'investissement dans la recherche en termes de matériel, et puis également la médecine de ville. On dit comme ça en France, mais aux États-Unis, ça implique la médecine privée. Et donc, tout se mélangeant, on a tendance à croire que les dépenses, le taux des dépenses est destiné de manière équitable à l'ensemble de la population, ce qui n'est absolument pas le cas.
Il faut analyser de manière extrêmement précise et détaillée pour comprendre de quoi il s'agit. Parmi cette analyse détaillée, on regarde que, par exemple, sur l'évolution du nombre de lits et de places dans les hôpitaux publics, on assiste très clairement à une baisse programmée et continue. On le voit bien ici sur ce schéma, sur ce graphe, et tout cela au bénéfice de ce qu'on appelle l'hospitalisation partielle, c'est-à-dire que vous rentrez, vous sortez de manière à rentabiliser les places, et d'ailleurs là-dedans on a rentré un terme qui est extrêmement intéressant, c'est l'hospitalisation ambulatoire, c'est-à-dire qu'on est pris en charge par l'hôpital mais chez soi. Et c'est là où on voit bien que sous couvert de rentabilisation, d'ailleurs c'est un terme complètement contradictoire avec la notion même de service public, puisque le service public n'est pas censé être rentable ni faire des bénéfices, il est censé juste servir la population, et qu'entre 2017 et 2009, pour revenir un peu en arrière, on voit bien qu'il y a un plan global au niveau du pays de rentabiliser les hôpitaux, public, en fermant les services, commençant par fermer les lits, ensuite les services, les départements, voire des hôpitaux eux-mêmes, dans des zones dites non rentables de la société. Or, c'est en 2009 qu'est promulguée la loi Hôpital, Patient, Territoire, territoire étant bien évidemment défini comme la région. Je ne reviendrai pas là-dessus. Ce n'est pas une nouveauté, puisque dès les années 90, c'est-à-dire dès l'offensive européenne libérale sur les systèmes de protection sociale et de santé dans les différents pays membres, on voit bien que ce mouvement massif de suppression de services est en cours. Et là, sous le gouvernement actuel, il ne fait que s'accélérer. Ce n'est pas le gouvernement actuel qui a créé cette dynamique, il ne fait qu'accélérer un processus qui a lieu depuis les années 90, voire même fin des années 80. Et vous savez, vous comme moi, que cette politique de diminution des prestations et des capacités de frappe de la santé publique en France, eh bien, va être révélée de manière dramatique par la crise actuelle, la crise du Covid, la crise sanitaire que nous connaissons, et qui va montrer que ce qui aurait très bien pu être géré de manière assez contrôlée et au bénéfice des cas les plus atteints, on va dire dans le début des années 80, devient un vrai problème aujourd'hui. Et là encore, si on regarde les chiffres de l'OCDE, Office de l'Union européenne, on voit bien que nous sommes encore une fois derrière les États-Unis, mais je vous ai expliqué tout à l'heure pourquoi il fallait prendre les chiffres pour ce qu'ils sont, et que la France se situe dans une moyenne européenne, mais des chiffres récents nous montrent que il y a un changement de nature dans l'investissement de la dépense de santé en France, qui se focalise de plus en plus vers la médecine de ville au détriment de la santé publique hospitalière. Donc je ne vais pas revenir sur cette question révélée par la crise actuelle. C'est ainsi que dans les statistiques, par exemple, on voit bien que dans les pays les plus libéraux, le régime privé, dit facultatif mais qui est essentiel si on veut se soigner, est prépondérant, mais il est inférieur au régime public uniquement parce que les personnes qui ont les moyens de se le payer sont moins nombreuses. Et que donc dans la part des dépenses à la charge des ménages, eh bien ce qu'on voit ici, c'est-à-dire la part inférieure de cette dépense-là, ne veut pas dire que les gens peuvent se permettre et donc ne dépensent pas, peuvent se permettre de se soigner parce qu'il y a un système public qui les protège, mais uniquement parce qu'ils ne se soignent plus du tout.
Vous verrez dans le documentaire, enfin dans le montage vidéo que j'ai fait à partir de l'exemple anglo-saxon, anglais et américain, que cette question est essentiel, puisqu'on disparaît des statistiques quand on ne dépense pas. C'est-à-dire, voilà, c'est comme pour l'assurance chômage, pour le nombre de chômeurs, je veux dire, ne sont répertoriés que les gens inscrits à Pôle emploi. Ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas sans emploi. Ça veut dire que vous n'apparaissez pas parce que vous n'êtes pas répertorié. Pareil, si vous ne payez pas pour des frais de santé qui sont répertoriés, vous apparaissez ou pas dans les statistiques. Je vous laisse regarder le montage vidéo, qui pose bien, à mon avis, la réalité vécue par les humains, hein, par les êtres humains, quand il s'agit de se soigner dans un système complètement libéral, qui obéit aux logiques que nous avons vues en début de cours, les logiques hayékiennes, c'est-à-dire la loi libre du marché, et chacun s'occupe de soi. D'où, d'ailleurs, sous Obama... D'ailleurs, la très timide tentative de Medicare, c'est-à-dire d'un système de protection minimale pour les plus démunis, la levée de boucliers dans la culture américaine contre ça. C'est-à-dire je ne paye pas pour les autres. Jamais pensé qu'en 40 ans de carrière, j'arriverais à démissionner de ma chefferie de service. C'était le Graal, hein, la chefferie de service, être professeur. Pour nous, c'était étudiant en médecine, donc c'était le Graal. Et on se rend compte qu'en fait, on gère la pénurie. Et moi, je ne veux pas être témoin ou, disons, complice de la gestion de la pénurie pour mes patients. Pénurie de lits, une pénurie d'infirmières, une pénurie d'aides-soignantes, une pénurie de médecins, une pénurie de chirurgiens. Et ceux qui restent, font ce qu'ils peuvent et sont déprimés, désespérés et lancent un message d'alerte. Il faut que ce système change et qu'on mette les moyens, si on veut avoir une santé digne de ce nom, pour prendre en charge les patients à l'hôpital public. Il faut ramener de l'humanité à l'hôpital. On est dans des conditions qui font que l'humanité s'échappe malheureusement de notre métier. Pas suffisant. Alors je sais que c'est compliqué, la France est compliquée actuellement, on est tous en grève, on bouge tous, on demande tous de l'argent. Mais la santé, elle a un prix. Bienvenue, merci d'être avec nous pour ce nouveau numéro de Reporter, le magazine de grands reportages de la rédaction de France 24. Barack Obama est à la manœuvre pour faire passer l'une de ses principales promesses de campagne, la réforme du système de protection santé. Mais il faut beaucoup de combativité au président américain face à l'opposition déterminée du camp républicain et aux résistances dans les propres rangs de sa majorité, avec le poids des lobbyistes qui défendent les intérêts des assurances et des entreprises liées à la santé. Les États-Unis qui sont aujourd'hui le seul pays industrialisé de la planète à ne pas garantir d'une manière ou d'une autre une couverture santé pour tous les citoyens. Reportage de Cyril Vanier et Willy Bracciano dans ce pays, le plus riche du monde, où pour voir un médecin gratuitement, il faut parfois y passer la nuit. C'est à vous? Combien? 2. 3 heures du matin, dans une minuscule ville du Tennessee. 3 heures du matin, les soldats de la garde nationale distribuent des numéros. Ce sera l'ordre de passage chez le docteur. Ce parking de l'école municipale, c'est la salle d'attente. Vous avez le numéro 222. Dans chaque voiture, un pépin de santé. Une vue qui baisse, un mal de dents. Pas très grave, mais très cher quand on n'a pas d'assurance santé. Exceptionnellement, ce week-end, il y aura des consultations gratuites. Voilà pourquoi 400 personnes passent la nuit dans leur voiture. Entre deux 4x4, les numéros 60 à 65 attendent depuis une dizaine d'heures. J'ai besoin d'un docteur, j'ai besoin qu'on s'occupe de mes dents. Je ne peux pas le faire ailleurs. Ici, c'est gratuit, moi, je ne peux pas me le payer, j'ai pas d'argent. C'est vrai, quand tu as une occasion comme ça, il faut la saisir. Tu ne peux pas la laisser passer. Venir ici attendre des heures, ça vaut le coup.
Ça fait 2 ans que j'ai ces dents pourries. Moi, j'attendrai toute la journée. J'attendrai 2 jours s'il le faut, et si je dois attendre jusqu'à dimanche, j'attendrai. Comme elle, faut qu'on se fasse réparer les dents. Eh oui, on se battra dans les ongles. 6 heures du matin, on se met dans le rang. La santé gratuite pour tous, ne serait-ce qu'un week-end, c'était l'idée de Stan Brock. Montrez-nous vos numéros, s'il vous plaît. Numéro 5. Numéro 6. C'est pas le moment d'être au McDonald's. Numéro 6, numéro 7. C'est au tour de Kay et Chris. Pour les orienter dans ce hall d'école, une centaine de bénévoles. À 33 ans, elle est coach des Pom-Pom Girls de Sweetwater. Son mari est peintre en bâtiment. Un revenu modeste et 3 enfants à nourrir. Tuberculose? Non. Problème d'articulation? Non. AVC? Non. Enceinte? Non. Salle archi-comble, malade entassée. On dirait un hôpital de guerre. Alors, qu'est-ce qui se passe? J'ai une dent qui me fait mal. Laisse-moi regarder. Je suis super contente. Ouais, c'est vrai, si on n'avait pas vu les infos vendredi matin, ça aurait été une journée normale. J'aurais été travailler, elle aurait fait ce qu'elle fait à la maison, l'entraînement de pom-pom girl avec les filles, et puis on serait rentré à la maison. Puis alors qu'il est, on serait rentré de dormir. Le jour se lève, des centaines d'ustensiles alignés sur les tables de la cafétéria et une trentaine de dentistes. Depuis 24 ans, ces bénévoles vont dans les coins les plus reculés de l'Amérique, aider des gens comme Kay. Le dentiste aux États-Unis, ça coûte $200 en moyenne, trop cher. Ici, la plupart des patients n'ont aucune couverture santé. Anesthésie locale, quelques coups secs, et c'est fini. Regarde ton bébé, c'est un garçon. Tu veux la garder? 10h30, fin du calvaire. Merci beaucoup. Chris et Kay ressortent chacun une dent en moins. C'est frustrant. On travaille beaucoup, on paye nos impôts, on essaye de faire du bien autour de nous. On est des gens bien. On essaye de faire de notre mieux et c'est frustrant d'avoir à faire tout ça juste pour rester en bonne santé. C'est décourageant. Bilan de l'opération, 700 patients traités. Énorme pour une petite ville des prairies du Tennessee, insignifiant à l'échelle du pays. Sur 300 millions d'Américains, ils sont 47 millions à vivre sans aucune couverture médicale. L'État ne garantit pas l'assurance santé, l'employeur non plus. S'ils tombent malades, ils ne peuvent compter que sur leur portefeuille. C'est l'exception américaine, à la campagne comme à la ville. Direction Nashville, capitale du Tennessee et de la country music. Ici, un habitant sur 3 n'a pas d'assurance médicale. En général, cet habitant a un travail et il gagne sa vie. Visite chez Randy's Garage. Randy, c'est lui, ancien mécano devenu entrepreneur. Monter son affaire, il en avait toujours rêvé. Bon, tu vas me remplacer le boîtier de la pompe à injection et je pense que ça sera bon. Une clientèle fidèle, 2 employés efficaces, ça marche plutôt bien. Oui, ça roule dans mon business. J'ai 2 gars avec moi, ils m'aident. Franchement, j'ai pas trop de soucis. Du moment que tu es honnête, que tu factures pas trop cher, t'as des clients. Randy a proposé à Wendell de prendre une assurance médicale. $200 la semaine, soit un quart de son salaire. Alors Wendell ne s'assure pas. Eh bien, tu vois, c'est comme traverser un champ de mine. C'est un risque que je suis obligé de prendre. Pour l'instant, je n'ai pas eu de gros problèmes de santé, mais qui sait, peut-être dans 1 heure, je vais avoir un vrai pépin de santé. Et là, vraiment, tu vois, ce serait vraiment catastrophique. Randy a fait ses calculs. Même avec sa prospère petite entreprise, il n'a pas les moyens d'assurer ses 2 employés. En assurer un, c'est licencier l'autre. Je suis pas responsable, c'est pas de ma faute.
Tous les gens qui travaillent dans cette rue, il n'y en a pas la moitié qui sont assurés. C'est pas parce qu'ils ne veulent pas être assurés, c'est à cause du système. On ne peut pas se le payer. C'est trop cher. J'ai pas les moyens de lui acheter une assurance santé et lui dire tiens, voilà ton assurance. On ne gagne pas assez d'argent ici pour faire ça. Pourtant, Randy sait ce qu'il en coûte de ne pas être assuré. Monter son garage, ça a bien failli tuer sa femme. Pour l'aider à démarrer le commerce il y a 6 ans, Laura renonce à un emploi certes mal payé, mais qui lui offre une bonne assurance santé. 2 mois plus tard, le diagnostic tombe. Laura a un cancer du côlon. Elle survit. Mais depuis la maladie, plus personne ne veut l'assurer. J'avais entendu dire que 5 ans après un cancer, on pouvait de nouveau avoir une assurance. En février, c'était ma 5e année, donc j'ai commencé à appeler les sociétés d'assurance et là, ils m'ont dit « Non, c'est 10 ans. Donc je dois attendre encore 5 ans. » Ça fait quand même longtemps sans soins médicaux. Et même quand on est en bonne santé, il faut voir un médecin régulièrement. Un cancer, ça peut ressurgir. Il faut faire des analyses régulièrement. Sans assurance, ça coûte 9 000 $, trop cher. Quand je me sens pas bien, quand je suis fatiguée, je me dis peut-être que c'est revenu, qu'est-ce que je vais faire? Personne ne va m'assurer. L'État ne va pas m'aider. Ce qui me fait le plus peur, c'est... Oui, le cancer va revenir et il sera trop tard parce que je ne peux pas faire d'analyse. Laura ne peut pas se payer de suivi médical. Alors, elle croise les doigts pour que le cancer ne revienne pas. Comme elle, des millions d'Américains attendent d'être confrontés à la maladie pour voir un docteur. La preuve dans l'un des 11 hôpitaux de la ville. La radio s'anime. Une urgence arrive. Hassan vient d'avoir un accident cérébral. C'était prévisible, c'est un patient à risque. Depuis qu'il a été licencié d'une usine d'ordinateurs, il n'a plus accès à ses médicaments. La scène que vous allez voir résume l'absurdité du système. Bon, on va vous enregistrer et puis le docteur viendra vous voir, d'accord? L'infirmière, Carla, sait que les soins vont coûter une fortune, mais elle rassure son patient, c'est son job. Non, ça va, j'ai pas mal. Mais j'ai pas d'assurance. D'assurance santé. Oh, mais c'est pas grave. On n'en a pas besoin, d'accord? Un instant de répit, mais très vite, Hassan va comprendre qu'il avait raison de s'inquiéter. Certes, il est bien traité, mais sous 60 jours, il recevra la facture. Ok, monsieur Mohamed, je vais vous poser quelques questions, savoir si vous êtes marié, si vous avez une assurance, si vous avez un emploi. Ok, alors je vais vous demander d'abord si vous êtes marié. Oui. Est-ce que vous travaillez? Non. Ça pourrait coûter plusieurs milliers de dollars? Ça pourrait coûter entre 500 et plusieurs milliers de dollars, ça dépend de ce qu'on fait. Dans son cas, quand on vient en ambulance, on a 3 factures. Il y a la facture de l'ambulance, la facture des urgences et la facture du docteur. Et si c'est plusieurs centaines de dollars, vous pourrez payer? Non, je peux pas payer. Ok, merci beaucoup, monsieur Mohamed, prenez soin de vous. Si Hassan a de la chance, la note sera réglée par l'un des services sociaux de la ville. Sinon, il continuera à recevoir des relances de paiement pendant plusieurs années. Les dettes médicales sont définitivement effacées quand le patient meurt. C'est ce qui est arrivé à 400 km de Nashville, toujours dans le Tennessee, à Nikki White. Nous sommes en 2005, elle a 31 ans, elle rêve de devenir médecin. Elle souffre d'une maladie grave, mais qui, traitée, n'est pas mortelle, un lupus. Été 2005, sa condition s'aggrave. Au même moment, comme le montre ce document, elle perd l'assurance maladie de l'État. Sans assurance, plus de médecin. Son généraliste, Dr Crawford, la reçoit à son cabinet pour la dernière fois en septembre 2005. Elle perd son assurance
donc elle ne suit plus son traitement. Du jour au lendemain, plus aucun moyen de savoir si son lupus ou les médicaments qu'elle prenait ont causé une inflammation des organes. 2 mois plus tard, Nikki s'écroule. Elle passe 6 mois aux urgences, les médecins multiplient les opérations, coût total pour l'hôpital, 900 000 $. Trop tard, le 28 mai 2006, son cœur cesse de battre. Nikki n'est pas morte du lupus. Nikki est morte à cause d'un système de santé défaillant. Elle est morte parce que quand elle en avait besoin, elle n'a pas pu se payer les soins nécessaires. Selon l'Académie nationale des sciences, des morts comme celle de Nikki, aux États-Unis, il y en a une toutes les 30 minutes. Alors Cyril Vanier, de retour des États-Unis, vous avez tourné ce reportage avec Willy Bracciano. Merci d'être sur le plateau de Reporter. On voit les défaillances du système avec ce dernier exemple que vous donnez. Et pourtant, il y a cette résistance farouche au sein de la population américaine, en tout cas d'une partie, face à cette réforme que promet Barack Obama. Oui, pour plusieurs raisons, parce que même si beaucoup d'Américains que nous avons rencontrés, notamment ceux qu'on voit effectivement sur le parking au milieu de la nuit, estiment que le système n'est pas parfait, très loin d'être parfait, il a d'énormes défauts, ils ont aussi peur qu'après la réforme, ça soit pire. Ils ont peur que... Comment ça peut être pire que de se retrouver la nuit sur un parking pour être soigné gratuitement ? Déjà, ça peut être plus cher. Ça, c'est très simple, ça peut être plus cher, ils peuvent payer plus d'impôts. Donc ça fait peur à beaucoup d'Américains. Et puis il y a aussi cette réticence très largement partagée aux États-Unis de voir le gouvernement se mêler des affaires des citoyens. Et ça, c'est quelque chose qui les irrite beaucoup, toutes les classes confondues. C'est une question de culture, c'est toutes classes confondues. On voit d'ailleurs dans notre sujet un garagiste qui a sa propre affaire, son propre garage, et qui explique avec l'employé juste derrière lui, moi je ne suis pas responsable de l'employé. C'est quelque chose, effectivement, qu'on n'a pas l'habitude d'entendre en Europe. L'employé qui est à 2 mètres vient nous parler, il nous dit « Moi, je trouve ça normal, ça coûterait trop cher à mon patron. » Alors vous, justement, avec ce regard français aussi que vous avez quand vous avez tourné ce reportage, qu'est-ce qui vous a choqué le plus ? Mais ce qui m'a surpris, c'est que ce ne sont pas seulement les très faibles revenus à qui ça peut arriver, qui peuvent avoir des centaines de milliers de dollars de dettes médicales. Au contraire, parce que les très faibles revenus sont assurés par l'État. L'État assure les pauvres et les plus de 65 ans. Donc c'est la catégorie intermédiaire. Ceux qui sont trop riches pour être considérés pauvres et donc assurés par l'État, ceux souvent qui travaillent, parfois qui ont leur propre entreprise, on l'a vu dans le sujet, et qui choisissent de ne pas se payer d'assurance. Alors eux nous disent qu'ils ne peuvent pas, qu'ils n'ont pas l'argent pour. C'est aussi une question de priorité. Ça n'est pas la priorité pour eux. Et ils se rendent compte, quand ils se rendent compte que c'était effectivement prioritaire de s'assurer, en général c'est trop tard. C'est parce qu'ils sont tombés gravement malades, qu'ils ont dû payer eux-mêmes, qu'ils doivent des centaines de milliers de dollars de dettes. Et donc c'est ça qui m'a surpris, c'est que ça peut arriver à des classes moyennes, des gens qui ont une maison de 3 étages, qui ont 3 enfants dans les universités chères du pays, qui ont 3 voitures, et qui peuvent en quelques mois, si le titulaire de l'assurance santé de la maison, souvent le père, le travailleur, perd son emploi, qui peuvent en quelques mois se retrouver dans une situation très difficile. Avec un chiffre marquant, c'est que l'endettement lié aux soins de santé, c'est la première cause de faillite personnelle aux États-Unis. Oui, effectivement. 60% des gens qui font faillite c'est dû en partie ou entièrement. Ont contracté des dettes. Se soigner. Tout à fait. Ça peut être des centaines de milliers de dollars. Et on nous expliquait, vous savez, quand vous allez à l'hôpital, une fois que vous rentrez dans le cycle hospitalier, là, la facture s'allonge très très vite. On le voit dans le sujet quand on va aux urgences. Certes, on est traité, tout le monde peut être traité assurance, sans assurance, mais la facture arrive sous 60 jours. Ouais. Et la facture est très salée. Alors on est évidemment très loin du système français qui est sans doute très perfectible, mais qui est quand même très, très à l'opposé de ça. Mais alors, sans vouloir faire de chauvinisme, vous savez, les Américains qui étaient un peu surpris. C'est pas le genre des Français. Les Américains étaient un petit peu surpris par l'intérêt qu'on portait à leur système de santé, mais ils m'ont dit ça marche pas comme ça. Je leur ai dit, si vous êtes malade en France, si vous avez la même chose, vous paierez rien. Et alors là, il y a effectivement un certain nombre de gens qui m'ont dit qu'ils auraient préféré être malades en France.